Les partis et tendances socialistes, qui coexistèrent et ou se succédèrent en France jusqu'en 1914, percevaient tous la nécessité de la propagande pour la transformation sociétale. Celle-ci devait assurer, outre le rapprochement du socialisme, la préparation de son triomphe par la Révolution ou les réformes. Lancés à la conquête de l'émancipation prolétarienne, les partisans du socialisme politique s'attelèrent donc aussitôt leur réorganisation après l'écrasement de la Commune à l'accomplissement de la propagation de leurs idées. Cet accomplissement, très vite, fut organisé autour du principe de l'omniprésence de la propagande. En faire partout et toujours devait en garantir le succès. Le corollaire de ce principe était alors que tout peut et doit servir à la propagande, que celle-ci doit emprunter toutes les formes. Furent par conséquent mobilisés tous les moyens d'expression et de communication possibles, permettant d'occuper localement les différents espaces étendus des travailleurs. Dans la panoplie des instruments à la disposition des socialistes de l'époque, figurait ainsi pour les plus courants la conversation, la réunion, la conférence, le meeting d'un côté, l'affiche, le tract, le journal, la brochure de l'autre. Mais les arts, pas plus ensuite d'ailleurs que les sports, n'échappèrent à la puissance d'annexion de la propagande. Ils occupèrent même, dans cet arsenal, une place non négligeable. Le roman, le dessin puis le cinéma se trouvèrent ainsi assignés à l'organisation et à la conscientisation des travailleurs, mais le théâtre, avec le chant, fut d'abord et surtout prisé par les militants. En 1898, l'un d'entre eux soulignait « Tous les moyens étant bons pour mener le salutaire combat de la révolution sociale, la propagande socialiste peut et doit se faire à la scène, de même qu'elle se fait à la tribune, dans le journal et dans la brochure. » Cependant, en effet, dans les journaux socialistes, on incitait particulièrement à recourir au spectacle, et l'initiative de quelques-uns, dès la fin des années 1880, fut progressivement suivie celle-là dans le pays, à travers la programmation de représentation, la création de troupes et ou la rédaction de pièces. Le théâtre était alors très populaire, et cette utilisation s'explique par son poids culturel. En exploitant le goût visiblement répandu pour les spectacles, les socialistes établissaient des contacts avec un auditoire élargi et diversifié. Si le théâtre était préconisé en raison de sa popularité, de sa force consécutive d'attraction, il l'était toutefois aussi pour sa puissance d'éducation. On lit de ci de là, sous la plume de socialistes, l'éducation par le théâtre est un des meilleurs moyens de propagande, l'éducation socialiste par le théâtre est une féconde forme de propagande, la meilleure peut-être. Cette conviction que l'éducation socialiste de la foule par le théâtre est éminemment précieuse pour la propagande résultait de la connaissance du passé théâtral ainsi que d'expériences personnelles de spectateurs. Mais cette conviction demeura à peine développée et la valeur de la triade éducation, théâtre, propagande n'apparaît pas a priori évidente. La propagande aujourd'hui, encore assimilée à l'art de convaincre et de subjuguer sans former, s'imposa au XXe siècle comme l'antithèse de l'éducation. Néanmoins, la connotation péjorative qui continue à peser très lourdement sur la propagande est postérieure à la période abordée. Elle remonte essentiellement à la propagande autoritaire de l'entre-deux-guerres, développée par l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie et la Russie soviétique, à partir de l'expérience et de l'observation de laquelle la propagande dans son ensemble fut identifiée au mensonge et à la manipulation, réduite aux idées de viol des foules ou de lavage des cerveaux, et ainsi toutes ces manifestations systématiquement confondues dans la même exécration. Avant la Première Guerre mondiale, la propagande, au contraire, jouissait d'une bonne réputation, entretenait en ce sens une relation très étroite avec l'éducation. D'après maints articles socialistes, cette relation était alors certes assez ambiguë, mais l'accolement fréquent des deux termes reflète surtout son ambivalence. En tant qu'activité séparée, la propagande et l'éducation étaient appréhendées suivant un rapport de succession et de complémentarité. Schématiquement, la seconde, par le livre, approfondissait ce que la première, par le discours, avait esquissé, les deux contribuant ensemble à l'émergence d'un homme nouveau. Mais un rapport d'enchâssement fut également établi entre la propagande et l'éducation. Tous semblaient en effet s'accorder sur la dimension éducative de la propagande, dont la considération ne permet de fait de limiter celle-ci ou de la circonscrire à un conditionnement psychologique ou à une simple technique de recrutement. Le guédiste Lucien Penne décrivait les socialistes partisans de l'action révolutionnaire comme, je cite, de rudes semeurs du socialisme international dans le champ de la raison. De rudes semeurs dont la tactique de propagande était, je cite, basée sur la seule raison.
L'indépendant réformiste Alexandre Millerand voyait dans le même sens la propagande comme un moment où les militants, dressés dans la perspective des élections contre les préjugés distillés par leurs adversaires, font appel, je cite, à la raison et, je cite, explique les mots. La propagande éducative de la masse prolétarienne, tel était le principal objectif du Parti socialiste unifié, et l'éducation était alors pour la propagande socialiste de l'époque d'autant plus impérative que le socialisme affichait une prétention scientifique, entendait faire penser selon la science dans la conception et la méthode du socialisme scientifique. Mais si la propagande se rapportait à l'éducation, le théâtre, lui, en tant qu'art, appartient à la sphère du sensible et des émotions. Et n'y avait-il pas de la sorte une contradiction entre la propagande éducative comme but et le recours au théâtre pour la réaliser? Si la propagande devait éclairer, faire des producteurs qui pensent et qui savent, alors, gagner par les émotions du spectacle, faire vibrer les cordes sensibles par la récréation de la scène, ne revenait-il pas à dévier grandement de l'objectif initialement fixé? C'est cette incompatibilité apparente qui semble notamment brouiller la triade formée par les assertions imprimées çà et là dans la presse militante. Et c'est cette incohérence théorique que je propose d'examiner rapidement à travers la représentation du bourgeois. Parce que cette figure, d'après le grand récit socialiste, constituait l'adversaire par excellence des travailleurs, sa représentation paraît des plus délicates. Et en ce sens, s'avère adéquate pour tâcher d'éclairer la valeur du rapport vraiment établi entre la propagande et les arts. Le répertoire dramatique de propagande socialiste, issu de ma recherche doctorale, m'a servi de cadre, mais je m'appuierai ici sur quelques pièces fort méconnues, écrites pour la quasi-totalité par des militants socialistes s'étant improvisés auteurs dramatiques pour la cause, et ces textes paraîtront prochainement en recueil aux éditions Honneur et Champion. Faire l'instruction socialiste des masses, écrivit Paul Louis en 1912 dans un chapitre sur la propagande, c'est montrer en quoi consiste la doctrine du socialisme. Et cette éducation socialiste, définie plus tard dans le grand dictionnaire socialiste comme un enseignement moral et intellectuel tendant à donner une culture doctrinale et scientifique socialiste au monde du travail, devait alors logiquement être complète. Jean Jaurès reprenait en ce sens à son compte l'idée de Karl Liebknecht selon laquelle, pour la propagande comme pour l'action législative, les socialistes ne doivent jamais perdre de vue l'universalité de la conception socialiste, autrement dit que dans la propagande comme dans la législation, les trois côtés du socialisme que sont le côté économique, le côté moral et humain, le côté politique, doivent également valoir. Cependant, dans nombre de pièces jouées lors des fêtes socialistes de l'époque, cette universalité fait défaut. Le côté moral et humain y figure exclusivement. Les personnages et l'action y reflètent surtout le dualisme des morales bourgeoises et sociales, tel que l'avait fixé dès 1890 Benoît Ballon dans le socialisme intégral. Le manichéisme est ainsi fortement déployé au fil des textes dramatiques de propagande socialiste. Conformément au projet du théâtre social de montrer l'humanité vivante et de la société actuelle, diverses conditions sociales ou catégories socio-professionnelles furent portées sur scène. Dans les textes, les prêtres, les soldats côtoient les ingénieurs, les contremaîtres, les rentiers, les miséreuses, les médecins, les domestiques, etc. Mais dans ce répertoire, et d'un point de vue discursif, cette pluralité sociale s'efface derrière l'exposition de deux types foncièrement antagoniques, respectivement modèle et contre-modèle. Le lecteur-spectateur était ainsi mis en présence d'un idéal de pensée et d'action, qu'il était incité même tacitement à soutenir et poursuivre, en le personnage surtout de travailleurs militants, socialistes ou plus largement révolutionnaires, joignant à la sincérité, la bonté, la solidarité et le sens de la justice, les qualités combatives correspondantes. Archétype de la meilleure vertu, la vertu bienfaisante fondant le mobile de l'intérêt social, le travailleur militant sait toujours exactement, et pour la cause agit tout aussi justement, avec autant de dévouement que d'efficacité dans ses pièces. Au lecteur-spectateur, suivant un contraste très prononcé, était aussi exposé le pire mode de pensée et d'action, qu'il était appelé à reconnaître pour, cette fois, mieux s'en protéger, le combattre et vaincre. Ce contre-modèle est notamment incarné par le personnage du bourgeois, qu'il soit précisément politicien, rentier, propriétaire, financier ou industriel. Outre la grande richesse, la déchéance morale distingue alors celui-ci, et d'une pièce à l'autre, ces arts sont mêlés la cupidité, l'égoïsme, l'insensibilité et le mépris, notamment pour les travailleurs. Mais dans quelques textes, ce portrait du bourgeois en monstre moral est encore davantage chargé. Au trait saillant qui le rend déjà odieux, fut ainsi adjoint un caractère supplémentaire achevant de le déshumaniser, la criminalité.
Le socialiste vierzonné Henri Lodier s'inspira ainsi du mélodrame classique pour stigmatiser la bourgeoisie, l'accabler de tous les vices, surtout des plus abjects. Ce faisant, il dépeignit après le prêtre violeur et assassin dans sa première pièce anticléricale Abba la soutane, le bourgeois perfide et meurtrier, et alla jusqu'à ériger le stéréotype ainsi forgé en argument de l'action révolutionnaire. La pièce Soif d'or est tout d'abord un appel au soulèvement populaire. La pièce Soif d'or est tout d'abord un appel au soulèvement populaire, appuyé pour porter sur l'association du bourgeois optique mélodramatique du traître. Dans cette pièce parabole, en effet, le riche Riconardo, par soif insatiable d'or, a commis des meurtres, en fomente encore. Les divers personnages de la pièce, l'orphelin, le bagnard condamné à tort et sa fille, sont autant de victimes innocentes de cette aigre fin éhontée au bus de vautour, aux appétits de tigre inaltérables, je cite le texte, perdus par l'orgueil, gangrenés par le vice. L'infamie de cette, je cite encore le texte, harpagon luxueux, est alors tellement étendue qu'elle se lit physiquement. Son regard est dur, son front fuyant, il paraît dans un pardessus noir avec un chapeau large bord. Et l'intervention salvatrice du beau-fils déshérité, incarnant le peuple, le droit, est rendue d'autant plus indispensable que le vice éponyme attribué à la bourgeoisie, générant tous les excès, s'avère tout puissant et incontrôlé. Riconardo, dès l'acte 1, avoue ses crimes sans pour autant renoncer à leur poursuite, que seule l'action populaire parviendra à arrêter. Je cite l'extrait d'une réplique de Riconardo. « Eh bien oui, je suis un criminel. Oui, j'ai tué. Oui, j'ai volé. Mais est-ce ma faute si l'or a été pour moi une passion insatiable? De l'or, de l'or. Ah, il m'en a fallu, j'en veux encore. J'en veux toujours, et j'en ai. » Si elle incite ainsi au soulèvement populaire, cette pièce prescrit en outre le traitement qui devra consécutivement être infligé à la bourgeoisie, et la construction du bourgeois en traître du mélodrame fut à nouveau exploitée, cette fois pour commander la fermeté la plus grande. L'action dramatique assimile l'œuvre de justice à une vengeance, et en entendant les supplications du méchant, la jeune Marcéline appelle à la clémence, mais Lucie et ses amis demeurent impassibles. Aucune grâce, aucun pardon n'est concédé par ces justiciers résolus à administrer un châtiment en compensation du crime, convaincus qu'ils sont de la nature de parasite du bourgeois, donc de son irrécupérabilité. La vipère est à craindre jusqu'à son dernier soupir, souligne un but. Au dénouement, conformément à la morale du mélodrame classique, sur laquelle tout crime mérite châtiment comme toute peine mérite salaire, Riconardo n'est certes pas tué à son tour, mais jeté sans pitié au rebut de la société, condamné à la vie de paria. Henri Lodier faisait ainsi peser une très grande menace sur la bourgeoisie, celle du châtiment à vie, et la toute dernière réplique d'allure prophétique reste à ce titre très éloquente. Je la cite. Lucien terrible, tu m'en diras, te dis-je. Du fait de l'opulence, tu es descendu au dernier échelon. Tu m'en diras, toi, maître royal, fougueux prince de la finance, toi qui connus toutes les jouissances, toutes les débauches, tous les raffinements des plus viles orgies. Le comte était terrorisé. Allons, va, sans fausse honte, va tendre ta main, va t'agenouiller devant les passants, va mendier, c'est ton châtiment. Il étend le bras vers le fond, inflexible. Le comte, comme vaincu, fuit sous cette domination. Il met un genou à terre entre Robert et Henri, étend la main. Ainsi, avec cette pièce, comme avec d'autres textes du répertoire de propagande dont elle est issue, le côté moral du socialisme l'emporta, se muant en un manichéisme exacerbé, et la représentation du bourgeois en monstre moral correspondit à l'établissement par généralisation abusive d'un stéréotype des plus repoussoirs et négatifs sur lequel se fondèrent les thèses émises. D'un stéréotype qui confortèrent sans doute même ces thèses à travers les sentiments d'indignation, de colère, de révolte qu'ils provoquaient. La propagande socialiste, en ce sens, exprima et suscita assurément les sentiments les plus violents, et le recours au théâtre, surtout par le biais de ces genres pathétiques, contribua ainsi tout à fait à alimenter, dès la fin du XIXe siècle, une culture de la haine. Force alors est de se constater que les stratégies dramaturgiques, si elles purent répondre en libérant d'un respect obséquieux et en focalisant les énergies à une visée persuasive et mobilisatrice, contrevinrent nettement à la prétention scientifique du socialisme, de même qu'à la volonté des socialistes de la respecter jusque dans la réalisation de la propagande. Par cette exploitation des sentiments de la masse, une dérive démagogique s'opérait, manifestement avec le recours au théâtre. Corrobore ainsi l'idée que l'art, par sa dimension émotionnelle, contrecarre l'ambition éducative de la propagande. Reste que toutes les représentations du bourgeois dans le répertoire ne sont pas de cet ordre.
des militants socialistes, attelés à leur mission propagandiste, parvinrent, eux, à rapprocher l'usage du théâtre d'une démarche éducative. La Pâque socialiste est une pièce importante du répertoire de propagande socialiste de l'époque. Créée en juillet 1894 à la Maison du Peuple de Paris par une troupe socialiste, nommée le Théâtre Social, elle fut reprise jusqu'en 1914 dans plusieurs localités par des militants socialistes de différentes tendances et tout d'abord publiée par la Revue socialiste, fut aussitôt intégrée au catalogue de la librairie du Parti socialiste unifié. Cependant, ce drame d'Émile Vérin provoqua au sein même du mouvement socialiste une polémique relative à son identification doctrinale, et certains militants refuseront d'ailleurs de la monter pour une tournée en province. La critique portait sur son inadéquation au fondement du socialisme. Celui-ci s'affirme une science, ce qui induit d'une part sa distinction d'avec la religion. Or, rien que le titre, et cette affiche, créer l'amalgame avec le christianisme, assimiler le socialisme à une religion moderne. Ce qui implique, d'autre part, l'établissement des idées sur le terrain des faits. Or, dans la presse militante, on épingla l'irréalisme, la fausseté du personnage du patron que cette pièce met en avant. Dans ce texte, Gilbert Lemonnier, un des protagonistes, figure le bon patron, un honnête homme, pénétré du sentiment des injustices sociales, un, je cite, ami du peuple, qui tout d'abord reconnaît la fille naturelle de son père défunt, partage avec elle son héritage, puis refusant de licencier les ouvriers de l'usine familiale afin de braver la crise économique, se ruine pour assurer du travail à son personnel. D'après l'auteur, ce Gilbert personnifie alors les patrons de Mulhouse, qui, lors de faits déjà anciens, aurait fait montre d'une belle et noble conduite en se résignant à de grands sacrifices pour faire vivre le distin. Mais l'authenticité de la représentation du bourgeois en ami du peuple fut en effet dans quelques articles contestée sur un ton plutôt catégorique. Les patrons à la Gilbert Lemonnier n'existent pas, peut-on dire. Les menues contingences de la vie réelle ne nous ont jamais placés en face d'individus aussi antiscientifiquement trompés. L'argument du déterminisme social servait alors de réfutation à cette représentation du bon patron. Tout exploiteur est le produit de son milieu. Je cite encore l'article. Mais paradoxalement, cet argument avancé pour récuser la pièce offrit aussi la clé de sa compréhension et approbation par d'autres socialistes. Dans ce drame, le bon patron, en proie à la brutale poussée des exigences sociales, fait faillite. Et de l'action dramatique ressort de la sorte l'idée de la vanité du capitalisme philanthropique. Bien que déplorant le plein idéalisme dans lequel Émile Vérin plongeait le lecteur spectateur, un socialiste de Calais reconnaissait ainsi dans l'erreur de départ de l'auteur une faute utile. Même si le personnage de Gilbert Lemonnier est inexact, son sort dramatique prouve combien tout capitaliste est fatalement enfermé dans ce dilemme, ou être bon et se ruiner, ou exploiter et vivre. Construite autour d'une hypothèse, la pièce conduit ainsi avec une justesse socialiste à la condamnation à mort de la philanthropie bourgeoise, utopique et inconsistante, parce que anti-scientifique. La controverse autour de la figure du bon patron constitue assurément un indice du dogmatisme socialiste qui poignait déjà. Toutefois, la gêne exprimée signale aussi sans doute une maladresse tactique de l'auteur à l'heure de l'affirmation prioritaire de l'opposition et de la lutte des classes. Au dénouement, le personnage du bon patron confie lui-même sa funeste illusion. Je n'étais qu'un rêveur, un utopiste, un misérable fou. Mais la thèse de la Pâque socialiste aurait en ce sens manqué de lisibilité, d'esprit pédagogique. Un supplément d'explicitation, voire de répétition, verbale aurait sans doute limité le malaise causé par le portrait positif d'un patron. Quoi qu'il en fût, du point de vue de la représentation du bourgeois, la triade propagande, éducation, théâtre est cette fois tangible. L'adhésion au socialisme est sollicitée à partir d'une démonstration, ici de type économique, de l'impasse sociale du capitalisme, non d'une stigmatisation du bourgeois ou de toute autre figure sociale jugée ennemie, et le recours au drame, l'appui sur ses composantes que sont le caractère, le conflit et le réalisme complexe, se révèle propice à la transcription rationnelle des idées. Dans cette pièce, certes, la thèse ne repose pas sur l'établissement d'un stéréotype, mais bien sur la confrontation de son contraire, de singularité. Et le fait que le patron n'y soit pas systématiquement un scélérat, un buveur de sueur, ni d'ailleurs l'ouvrier un ange doué de toutes les qualités, je cite un article, fut aussi perçu comme la marque de l'impartialité de l'auteur. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'obstacle au fonctionnement de la triade réside alors dans la présence scénique elle-même du stéréotype. En cause serait plutôt un certain stéréotype,
celui produit par une généralisation abusive, ainsi que l'emploi de celui-ci comme argument, qui plus est central. Plusieurs autres pièces de propagande le montrent, mais l'exemple rapide du théâtre comique du socialiste Avré Hippolyte Henriot suffira compte tenu du temps imparti. Ce militant auteur inventa le personnage de Dubarbeau, un type vaudevillesque du bourgeois, affublé des vices principalement attribués à la classe dominante, la cupidité, l'oisiveté, l'égoïsme. Mais ces graves défauts dont le bourgeois est pourvu demeurent des éléments de satire, et la démonstration se déploie indépendamment grâce à l'appui surtout sur le ressort comique de la peur, que la situation explique alors bien plus que le caractère du personnage. Ainsi, dans l'affaire Craquefort, Dubarbeau, le politicien bourgeois, craint l'arrestation pour corruption, l'événement, l'enquête parlementaire reléguée hors scène est une mascarade, et c'est le non-événement, si attendu, qui assoit la dénonciation du système politique, source d'impunité. Dans les transes de M. Dubarbeau, la peur du rentier est en revanche légitime, l'arrêt de tous les services, commerces et usines perturbe toute la vie quotidienne du bourgeois, et c'est l'événement hors scène, la cessation d'activité de tous les travailleurs, qui prouve cette fois la puissance d'impact de la grève générale, la légitimité de ce mode d'action révolutionnaire. J'en viens à la conclusion. Nombre d'écrivains, aussitôt l'émergence du théâtre social et la résurgence consécutive des pièces à thèse, prévinrent contre l'assimilation du théâtre à une tribune, soucieux qu'ils étaient de préserver l'art. L'intrusion scénique de l'intervention oratoire du raisonnement devait, selon eux, inévitablement achopper sur la dénaturation du théâtre. Cette confusion des genres rongeait l'action dramatique et son ancrage émotionnel, altérait ce faisant le potentiel persuasif même du théâtre, au point de rendre inefficace, voire contre-productive, l'action par ce moyen, puisqu'instruire se ferait alors à l'encontre de l'amusement et de l'émotion artistique. Mais cette préoccupation, identifiée à une frilosité, était peu partagée au sein du mouvement socialiste, et les œuvres des militants auteurs dramatiques qui osèrent la combinaison sacrilège incitent à intervertir les données de la mise en garde, à interroger au contraire les répercussions du recours au théâtre sur la tribune. Tout en confirmant la possible association de l'éducation et de la propagande, la représentation du bourgeois dans le théâtre de propagande socialiste de l'époque permet en ce sens de percevoir combien le théâtre, par extension l'art, se présentait déjà comme un instrument à double tranchant, capable, sinon d'absorber l'ambition éducative des socialistes, de répondre à la tentation pédagogique. Tout est à faire en ce sens d'une stratégie propagandiste, mais aussi de maîtrise, d'habileté dramaturgique. Et les socialistes, à la charnière des 19e et 20e siècles, ces précurseurs de la propagande moderne, telle que Jacques Ellul l'a définie dans son ouvrage Propagande, posèrent par leur résolution d'en appeler à l'art une question qui n'a assurément pas été pleinement traitée depuis, celle de la signification persuasive du théâtre. Un socialiste au bois, voyant dans la création de la troupe militante de Troyes une heureuse initiative, rétorqua ainsi à propos de l'éducation prolétarienne par le théâtre. Je cite. « Évidemment, c'est par la raison plus encore que par le sentiment que nous voulons faire des recrues. Mais si le sentiment induit au raisonnement, n'est-ce pas un moyen à mettre en œuvre ? La réponse est implicitement positive, mais un de ses camarades parisiens, Pierre d'Orange, revendiquera dans la préface de sa pièce Causerie Le droit à la vie le positionnement contraire. Je le cite. Comme la scène est une autre tribune, et une de celles qui laisse le plus d'impression sur l'auditoire, j'ai voulu dans cette pièce exposer la question sociale dans toute sa simplicité, je dirais même dans toute sa brutalité. Mais, précisa-t-il, en voulant notamment prévenir le reproche de manque de mouvement et d'effet scénique de sa pièce, je l'ai écrite pour un public qui recherche plutôt la pensée claire et précise que les gros effets de sensiblerie des mélodrames faux et prétentieux. Il faudrait enfin songer que le prolétaire a lui aussi un cerveau et de la raison. Le but que je désire atteindre n'est donc pas de faire rire ou pleurer, mais bien penser et raisonner. Suit alors dans l'édition le texte d'une pièce qui focalise sur le développement explicatif, assume pleinement la réduction maximale de l'action proprement dite, et dans laquelle le stéréotype du bourgeois en monstre moral est là encore absent. Le bourgeois n'est d'ailleurs même pas représenté, contrairement à ce que laisse penser la première couverture de la brochure. Le côté moral est lui-même balayé, et Alfred, le personnage du militant socialiste, explique ainsi à ses interlocuteurs, un couple d'ouvriers touchés par le chômage et la maladie: il ne faut pas s'en prendre personnellement au patron, car ce dernier peut être un homme méchant, ou un bon cœur, même un philanthrope. Il ne changera rien à la chose. C'est le régime tout entier qui est mauvais.
de propagande socialiste étaient représentés lors de grandes fêtes ouvrières socialistes, au cours de laquelle était donné un concert, au cours desquelles avaient lieu des discussions, des causeries, des conférences. Voilà. Donc le théâtre faisait, même s'il pouvait être vraiment le point central, vraiment le point d'orgue de la fête, n'était pas la seule manifestation de la soirée. Merci beaucoup. En revenant sur la précédente, voilà, sur celle-ci, on voit quand même qu'il y a aussi une représentation très héroïque qui fait penser au travail social. Et justement, votre intervention, vous parlez du théâtre d'avant 14. Alors, j'ai en fait deux questions. Est-ce qu'après 14, avec la guerre, ça se modifie énormément? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi avec le théâtre des armées, qui lui aussi a un théâtre de propagande? Est-ce qu'il y a un changement radical dans les objectifs? Et ça, c'est ma première question. Alors, au niveau de la forme, est-ce que c'est un théâtre qui reste très conventionnel, avec d'un point de vue dramaturgique et une nette séparation de la scène et des spectateurs, ou est-ce qu'il y a au contraire quelque chose de plus actif qui est demandé aux spectateurs dans leur implication? Est-ce que c'est finalement un théâtre qui va suivre des normes bourgeoises de mise en scène, ou alors est-ce que c'est un théâtre qui aussi travaille sur ces questions de mise en scène et de dramaturgie? Pour répondre à la première question, la recherche sur le théâtre désormais est quand même encore plus à mener, même si on a repéré l'existence de ce théâtre. Moi, ce que j'ai repéré, parce que je suis en relation avec une personne qui est spécialisée sur le théâtre de propagande dans l'entre-deux-guerres, notamment le théâtre communiste, c'est que toutes les troupes, sauf une qui parvient à survivre jusqu'en 1916, quasiment toutes les troupes cessent leur activité avec l'avènement de la guerre. Mais c'est logique puisque voilà, il y a la mobilisation. Du coup, localement, parce que j'ai travaillé sur le théâtre dans toute la métropole, localement, la vie militante est quasiment arrêtée, voire extrêmement ralentie, et du coup, le théâtre a pris en premier lieu. Est-ce qu'il y a des changements ensuite? Oui, dans le sens où on arrive vraiment à la propagande moderne et que les partis vont vraiment systématiser la propagande, vont vraiment la stratégiser, on pourrait dire, et que du coup, tout va être coordonné dans le temps. Alors que là, la particularité et l'originalité de ce théâtre avant 1914, c'est que c'est vraiment un théâtre d'initiative locale. Rien n'a été commandité d'en haut, tout est venu vraiment du travail du militantisme vraiment de base, où ils se sont, des groupes se sont dit comment est-ce qu'on va faire pour toucher les gens, et comme les gens vont plus facilement au théâtre que à la conférence, et bien nous allons faire du théâtre. Voilà, c'était vraiment, ça a été pensé comme ça, et avant 1914, de grands meneurs se sont intéressés au théâtre, comme par exemple Jean Jaurès, se sont intéressés à cette utilisation du théâtre. Et d'ailleurs, il a fait une conférence qui est imprimée dans les œuvres complètes de Jaurès qui s'intitule Le théâtre social. Mais de façon assez surprenante, mais pas comme ça non plus, visiblement, en tous les cas, ce que nous révèle cet article, cette conférence, c'est qu'il ne connaissait pas vraiment ce qui se passait au théâtre qui était fait par les militants du parti localement. En fait, toutes ces références sont des références d'artistes professionnels et de ce qui se fait sur les scènes parisiennes professionnelles et pas du tout sur ce qui se fait localement. Mais de toute façon, ces pièces étaient à peine, pour beaucoup, elles sont encore avec la manuscrite, où elles étaient imprimées dans les petits journaux militants locaux, donc finalement très invisibles. Voilà. Donc, et ce que m'ont appris mes échanges avec la personne, donc c'est Léonore Delaunay qui travaille sur le théâtre communiste et l'entre-deux-guerres, c'est que par contre, des troupes vont se reformer après la guerre, alors notamment dans le milieu
milieu syndical plus que visiblement au milieu socialiste, mais ça c'est lié au congrès de Tours, donc à la création du Parti communiste. Et au départ, le répertoire des troupes qui vont soit recommencer, soit être nouvellement créées après la Première Guerre mondiale, vont reprendre le répertoire d'avant 1914. Mais ce n'est pas forcément les pièces qui étaient les plus jouées après 1914. Ça va être après les hasards de la publication et des récupérations, de la diffusion de pièces. Et pour la deuxième question, alors ça c'est tel conventionnel. Oui, c'est un théâtre qui reprend en grande partie les genres bourgeois, notamment le drame, le mélodrame, le vaudeville, mais de façon très stratégique. Puisque c'est ce qui est recherché, c'est ce qui plaît. Donc pour eux, il y a pas, en tous les, il y a cette idée que pourquoi aller inventer un nouveau genre, puisqu'on veut attirer et combattre, et qu'on sait que les drames qui existent, les genres qui existent comme le drame, le vaudeville, le mélodrame attire énormément les travailleurs. Donc là où ils vont être, là où leur travail est intéressant d'un point de vue dramaturgique, c'est le travail d'appropriation et d'éclatement du contenu vis-à-vis de la forme. Et comment le fait qu'ils essayent d'introduire un nouveau contenu dans des formes préexistantes va tendre à transformer ces formes en autre chose. Donc il y a ça, et il s'avère, du coup, cette idée de transformation, moi, pour ma thèse, j'ai repéré qu'ils avaient réussi, du coup, de façon assez originale, à faire émerger trois types de pièces assez atypiques et qui, en fait, avec lesquelles on peut faire qui sont à relier en fait avec la tradition populaire. Une de ces pièces, c'est la pièce apparition, on pourrait dire la pièce allégorique, donc qui renvoyait du coup aux pièces du Moyen-Âge, aux pièces religieuses, au mystère, etc. Mais c'est des petites formes du coup, avec un seul personnage, la raison en fait. Il y a d'ailleurs une pièce qui s'intitule Mais la raison 20. C'est-à-dire que ce sont des syndicalistes qui discutent du devenir des machines. Est-ce qu'il faut détruire les machines ou considérer que les machines sont des amis, puisqu'elles prennent, est-ce qu'elles prennent le travail ou au contraire elles aident à moins souffrir au travail? Ils décident de détruire les machines, donc de saboter, et là, l'apparition de la raison qui arrive et qui leur dit vous êtes dans le mauvais chemin. Et donc il leur fait une petite conférence de 10 minutes sur les bienfaits de la machine. Et un autre type de pièce, c'est celle, elle est notamment illustrée par le droit à la vie, c'est la pièce conférence, la pièce causerie, où là, véritablement, l'auteur, en choisissant, bien qu'en choisissant la forme du drame, va éclater complètement l'action, la réduire quasiment à néant, c'est-à-dire que l'action va servir de cadre. Il va y avoir l'action du début à la fin, et la péripétie qui sert en fait de dénouement, c'est la causerie. Voilà. Et il y avait le troisième, je suis en train de chercher. Une causerie qui engage le public ou alors qui est une causerie? Alors, il y a une pièce dont je n'ai pas. Non, causerie qui, malgré la présence de la causerie, on reste dans l'illusion, dans le mimétisme, enfin dans l'idée du quatrième mur, sans aucun problème. Par contre, il y a une pièce dont j'ai récupéré, dont j'ai retrouvé un résumé, mais pas le texte dans son intégralité, parce que j'ai que des extraits en fait dans le résumé. Et l'auteur, c'est Hervé Guéquière, un gaulliste, un militant socialiste du Nord, s'est amusé en fait à jouer sur l'ambiguïté du public. Donc en fait, la scène, la pièce s'appelle La Tabale électorale, la pièce s'intitule La Tabale électorale. La scène représente des candidats, un conservateur, un bourgeois opportuniste et un socialiste, qui viennent à la tribune. Et en fait, on est théâtre, puisque c'est des films, évidemment, ce ne sont pas des vrais candidats. Mais le public est intégré comme public électorat, en fait, dans la pièce. Donc il y a un jeu sur l'ambiguïté, quasiment dans la performance, et visiblement, d'après le résumé, le public s'est pris au jeu et intervenait, et voilà, faisait le quatrième personnage. Donc visiblement, il y a eu quand même des essais comme ça. Mais c'était pas recherché. Il faut se dire vraiment que leur but n'était pas de penser le théâtre, mais bien de réfléchir à la meilleure manière de persuader, de toucher les gens. Et ce qui est intéressant, c'est sans pouvoir, ils ont quand même titillé les formes et tenté des choses assez novatrices. Oui, c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a quand même des éléments du théâtre populaire qui sont intégrés dans ces tentatives de dépassement des formes traditionnelles.
Je rebondis quand même par rapport à la question de la forme parce que tout ce que vous avez dit sur la figure du bourgeois semble pouvoir s'appuyer de façon forte quand même sur les formes théâtrales traditionnelles avec le scélérat comme personnage important, personnage clé en fait dans le drame. Donc est-ce que vous pourriez... C'est ce que je vous ai, en fait, c'est ce que je vous ai dit. Pour Soif d'or, Mélodie s'inspire du mélodrame et en effet de l'image du traître. Alors dans le mélodrame, traditionnellement, la figure du traître, elle n'est pas du tout incarnée par un bourgeois ou un prêtre. La figure du traître n'est pas du tout incarnée par un bourgeois ou par un prêtre. Elle est en fait, souvent c'est par un homme du peuple. Ou par un oncle, mais qui finalement n'est pas vraiment héritier. Enfin, bon, c'est toujours quelqu'un qui est un peu bâtard, quoi, qui n'est pas vraiment identifié socialement, ou alors qui est vraiment populaire. Et Henri Laudier, dans ces deux pièces qui sont en fait des mélodrammes, Abba la Sultane et Soif d'or, fait du prêtre d'un côté et du bourgeois de l'autre, le traître. On pense à Tartuffe quand même, on pense à Tartuffe. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait, sauf que là, on est vraiment dans le mélodrame où il n'y a pas d'ambiguïté, même d'emblée, sur l'identité du personnage, en fait. Alors que dans Tartuffe, il y a toujours l'ambiguïté. Alors que dans le mélodrame, tout est très, très, très manichéen. Hein, c'est à l'extrême. Donc, d'emblée, on sait, rien qu'à la façon dont il est vécu, rien qu'à la façon dont on le décrit physiquement, on sait que c'est le méchant. De toute façon, donc, c'est juste qu'il a changé d'apparence vestimentaire. Il a la robe où il a